Moi, je suis Vincent Marie, j'ai fait des études d'histoire, je suis historien. J'enseigne l'histoire géo en lycée et le cinéma aussi dans les options artistiques des séries L. Et donc par ailleurs, je suis réalisateur et j'ai fait un film documentaire sur la Première Guerre mondiale vu à travers la bande dessinée. Je suis rentré dans les ateliers des dessinateurs de bande dessinée et j'ai filmé la façon dont ils travaillaient. Je vous montrerai peut-être un tout petit passage tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour la présentation. Ensuite, aujourd'hui pour la programmation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur quelque chose que vous avez déjà abordé un petit peu en anglais. Je sais pas où voilà, je voyais ça. Donc les Hellfighters, et à partir d'une bande dessinée que vous connaissez peut-être pas, en tout cas, qui est assez populaire aux États-Unis, cette bande dessinée. Et on va essayer de retracer à travers cette œuvre-là l'épopée de ce bataillon de l'armée américaine et la façon dont ils ont été accueillis en France pendant la Première Guerre mondiale. L'idée qu'on va aborder ensemble, c'est il y a deux choses qui m'intéressent, c'est-à-dire qu'est-ce que va nous apprendre la bande dessinée sur la mémoire de ces soldats-là, et on va voir que cette bande dessinée, elle a contribué à mettre en avant aussi leur histoire, parce que c'était une histoire qui était méconnue, peu traitée, il y a quelques historiens qui en avaient parlé, mais la bande dessinée, parfois le cinéma, du coup, arrive à faire surgir des épopées comme ça de l'histoire et du coup susciter un intérêt public. Et ça c'est important parce que la bande dessinée ici que j'ai entre les mains, elle a servi en quelque sorte à réhabiliter un petit peu leur mémoire et on en parlera. Et puis aussi, ce qui m'intéresse avec vous, c'est de travailler un peu sur la façon dont on réalise une bande dessinée de fiction historique. Comment des dessinateurs, des auteurs vont s'y prendre pour travailler sur une période de l'histoire. Comment ils fonctionnent, comment ils dessinent, et parfois, vous savez sans doute déjà qu'ils utilisent des sources, c'est-à-dire des documentations assez importantes, mais parfois on manque de documentation. Alors comment on fait? Donc c'est un peu ça l'enjeu de ce petit atelier, c'est voilà, essayer de réfléchir ensemble. Donc il va y avoir deux temps, je vais vous expliquer un certain nombre de choses dans un premier temps, et puis ensuite, c'est pour ça qu'on vous a mis en îlot. Je vais vous distribuer des planches de la BD. Vous allez travailler par petits groupes et vous allez essayer, à travers ces planches qui sont dans le désordre, de retracer leur histoire. D'accord? Essayez de remettre les planches dans l'ordre et on va essayer de retravailler. Ensuite, je vous donnerai un tableau qui montre les grandes étapes en fait, de leur épopée et de leur histoire. Voilà le programme. Ça vous va? Oui. Ok. Eh bien, on commence directement. Alors, donc l'épopée des Hellfighters dans la Grande Guerre, moi je vais appeler ça un voyage graphique parce que c'est à propos d'une bande dessinée, au bout de l'enfer, ça fait référence en fait, Voyage au bout de l'enfer, c'est un film excellent de Cimino qui parle de la guerre du Vietnam. Je vous conseille d'ailleurs de voir, c'est un des plus grands films sur la guerre du Vietnam qui existe dans l'histoire du cinéma. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil que je vais vous faire personnellement. Alors, nom de Dieu, allons-y. Ça, c'est avec cette devise que les Harlem Hellfighters, les combattants de cet enfer de Harlem, avaient l'habitude de sortir des tranchées pour se jeter sur leur ennemi. Et du coup, dès la couverture de l'album, c'est la couverture que vous avez ici, on a ce geste dynamique de soldats un peu furieux comme ça qui bondit sur l'ennemi. Et il faut savoir que ces soldats ont comme blason une sorte de serpent qui paraît inoffensif, mais dès qu'on l'embête, ce serpent, en tout cas, il bondit sur son ennemi de façon éclairante, très vif comme ça, et il vient piquer mortellement ses ennemis. Donc du coup, c'est un peu à la figure de ces soldats, et c'est dès l'entrée de la bande dessinée, de cette façon-là, qu'ils ont été représentés, dès le choix de la couverture. Alors, il faut savoir que pendant plus de 6 mois, d'avril à novembre 1918, ces hommes du 369e régiment d'infanterie, majoritairement composés d'Afro-Américains, on va y revenir, ils ont participé à la Première Guerre mondiale et ils ont eu plusieurs surnoms. On les a appelés les hommes de bronze, Men of Bronze, les Black Ratters, c'est-à-dire les serpents à sonnettes noires par rapport à l'emblème que je vous ai montré, et certains de ces soldats que l'on voit ici représentés dans la BD et que l'on voit ici en vrai, c'est une photographie qui a été prise suite à leur retour aux États-Unis. Certains de ces soldats, vous le voyez ici sur ces images,
ont été décorés de la Croix de guerre française, c'est une décoration militaire, et 171 d'entre eux ont reçu des citations pour bravoure à titre individuel. Mais j'attire votre attention parce que ça va être important, c'est que la croix de guerre ici, qui orne leurs pectoraux ici, sont des croix de guerre françaises. C'est-à-dire que c'est l'armée française qui a reconnu leur bravoure. Il va falloir beaucoup de temps avant que les autorités américaines reconnaissent leur action dans la Grande Guerre. Et on va y revenir tout de suite. Donc, cette bande dessinée, elle est réalisée en 2014, donc c'est près de 100 ans après. Voilà. Et c'est une histoire qui est méconnue complètement, alors, en Europe, mais aussi aux États-Unis. C'est des oubliés de l'histoire, en fait, ces soldats-là. Et pour réparer cet oubli, on a donc Max Brooks, qui est l'auteur de ce livre, qui est en fait un auteur populaire de science-fiction dans la bande dessinée américaine, qui a écrit notamment World War Z, vous avez sans doute vu le film qui a été adapté, et il a aussi écrit un guide de survie en territoire zombie. Donc voilà, il faisait la bande dessinée un peu fantastique, et l'illustrateur qui s'appelle White, qui, donc ensemble, ils vont consacrer une bande dessinée à ce groupe de soldats. Et cette bande dessinée, elle va être importante, parce qu'elle va réhabiliter un petit peu leur mémoire dans le monde public, en fait, sur l'espace public. Donc ma problématique, en fait, avec vous, c'est comment une bande dessinée peut contribuer. En fait, oui, une bande dessinée peut contribuer, mais comment elle fait-elle pour contribuer à réhabiliter la mémoire de soldats, alors qu'on n'en parle pas du tout, que les livres d'histoire traitant de leur parcours ont été complètement oubliés ou sont passés sous silence. Alors pour ça, je vais fonctionner en 3 petits moments. Il faut comprendre avant de travailler sur cette BD comment est née cette bande dessinée. Donc là, je vais vous raconter en quelque sorte. Bonjour. Excusez-moi, c'est quel atelier ici? C'est les Harlem Fighters dans la bande dessinée. D'accord, merci. On nous a exilés. Vous cherchez quel atelier? Les tirailleurs sénégalais. On était normalement F5, mais apparemment ça a changé. Je peux pas vous guider, je suis désolé. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser, qu'un auteur s'intéresse à ce projet-là? Et en fait, Max Brooks, quand il veut travailler sur ce sujet-là, en fait, il va être hyper patient parce que c'est un travail qui va s'étendre sur les 3/4 d'une vie, 3/4 de sa vie, et qu'il ne va pas en faire tout de suite une bande dessinée. Au début, il va y avoir son projet va recevoir des fins de non-recevoir, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que justement, on s'en fiche de ces soldats-là et c'est pas intéressant. Donc, quand on réfléchit à la naissance de ce travail-là, il explique ceci. Max Brooks, il dit « J'ai d'abord entendu parler d'eux par un professeur lorsque j'avais 11 ans. » Voilà. Ce professeur m'avait appris l'histoire de l'Empire britannique, la guerre des Malouines, Hiroshima, l'Holocauste, et un tas d'autres choses que je n'avais pas encore abordées à l'école. C'était dans ces cours particuliers, et cela m'a laissé une très forte impression de savoir l'histoire, en tout cas quand il m'a raconté l'histoire d'une unité de soldats américains qui n'avaient pas été autorisés à se battre pour leur pays, à cause de leur couleur de peau. Pour l'enfant blanc que j'étais, privilégié de la côte ouest des années 1980, en 1980, 2014 la bande dessinée, ce genre de choses était inconcevable. Lorsque j'ai avoué ne rien savoir d'eux, mon professeur m'a assuré que je n'étais pas le seul. Donc, un intérêt suscité par un professeur, voilà, quelque chose qui va, une graine qui est posée là dans son cerveau et qui va cheminer. Ensuite, en 1990, 10 ans après, il y a 2 projets télévisés aux États-Unis qui vont susciter son intérêt. Un projet télévisé qui va parler d'aviateurs noirs pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis un projet qui va parler des Buffalo Soldiers, de la guerre hispano-américaine. Et donc, il se dit là, la télé commence à s'intéresser à des soldats noirs, donc peut-être que mon projet peut intéresser la télévision. Et il va frapper à la porte de la télévision américaine et il va leur dire, voilà, j'ai un projet, est-ce que ça vous intéresse? Et on lui répond ceci, on m'a dit que le marché n'était pas intéressé par les histoires qui traitent d'une guerre que la plupart des Américains connaissent peu, voire pas du tout,
et que se focaliser en plus sur des Afro-Américains réduirait mes chances à néant. Donc on lui a dit, il n'y aura pas de public, donc au revoir. Donc il insiste quand même, et puis au final, il y a une petite lueur d'espoir qui va apparaître. Il va rencontrer un acteur et un réalisateur qui s'appelle LeVar Burton, et il lui envoie un script. Vous savez, le scénario en fait d'un projet. Et cet auteur va l'encourager à poursuivre et lui dit que son script est intéressant parce que même s'il y en a qui ont circulé à Hollywood à ce moment-là, c'est celui qui se rapproche le plus de la vérité de ces soldats-là. Bon, toujours pas de chaîne, et en fait il se dit, par un hasard de circonstances, Max Brooks va travailler pour un éditeur de bande dessinée qui s'appelle Avatar Press, et il va faire le guide de survie en territoire zombie, et en discutant, donc c'est en 2006 qu'il fait le guide de survie en territoire zombie, et en discutant avec eux, il évoque son projet. Et là, Banco, ils se disent, mais oui, en fait c'est pas mal, parce qu'il s'est rendu compte à ce moment-là que la bande dessinée pouvait être un moyen de raconter ces histoires qui sont très visuelles. C'est comme un découpage un synopsis ou un storyboard de film en fait. Hein. Histoire très visuelle et sans le budget colossal d'un film. Un film ça va coûter énormément cher, réaliser une bande dessinée ça coûte beaucoup moins cher. Et là, hop, support idéal, et donc il se lance dans cette aventure-là. Et le comble du truc, on le verra tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, cette bande dessinée-là, elle va être adaptée au cinéma par Will Smith. Il en fait un film qui va sortir. Je peux vous montrer juste la petite image, je vais aller très très vite parce que c'est à la fin de mon PowerPoint, mais je vous montre. Super vite. Donc c'est intéressant de dire qu'au début c'était un projet de cinéma qui est devenu une bande dessinée qui va redevenir un projet de cinéma et une adaptation de cinéma. Et on sait très bien. Je vous mets juste, voilà, Will Smith. Donc il a acheté les droits, et du coup il va rééditer cette bande dessinée au cinéma, et ça va sortir dans les années futures. Parce que la bande dessinée est un vivier pour le cinéma. Vous le savez, les éditions Marvel, par exemple, c'est un vivier pour le cinéma. Il y a plein de super-héros américains qui naissent maintenant en film, mais qui sont inspirés de bande dessinée. Même en France, hein. Une des dernières Palmes d'Or au cinéma qui s'appelle La vie d'Adèle de Keshish, je ne sais pas si vous connaissez ce film. En fait, c'est une bande dessinée au départ. Ça s'appelle Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot, et en fait, Keshish a adapté cette bande dessinée au cinéma. Alors, il l'a très bien fait, mais voilà, il y a un vivier là qui nourrit un petit peu le travail. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans un deuxième temps, donc voilà, vous comprenez que ça n'a pas été facile de faire cette bande dessinée, qu'il y a toute une histoire derrière. Et donc forcément, la mémoire qui va être évoquée, c'est aussi une mémoire qui va être un peu militante, un peu engagée politiquement pour réhabiliter, pour parler de ces soldats qui ont subi des ségrégations extrêmement fortes. Donc la question qui va se poser maintenant à Max Brooks et à White, c'est de comment raconter cette histoire en bande dessinée. Quels choix ils vont faire? Et moi, c'est ce que j'appelle une fiction de méthode. C'est-à-dire que il va falloir faire attention à l'histoire, mais en même temps, il va falloir romancer un peu cette histoire-là. Donc il y a de la fiction, et il doit y avoir une part historique qui doit être fiable et qui se calque avec la réalité de cette histoire de combattance. Donc vous avez après tout un tas de livres qui sont sortis, qui racontent leur histoire. Par exemple, là, il y a, alors c'est pas un historien, c'est un journaliste, mais les Poilus de Harlem, qui retrace aussi l'histoire de ces soldats de la même façon, mais alors c'est plutôt littéraire, que la bande dessinée. Et en fait, ces deux livres-là sont très proches. Celui-là a été fait après. Moi, je trouve très très proche. Et donc, dans le questionnement qu'on va se dire, et que se pose Max Brooks, il dit ceci: en faisant des recherches, alors que j'écrivais The Harlem Fighters, j'ai essayé de trouver un équilibre entre l'exactitude historique, d'accord, et une narration vive. C'est une narration qui est un peu style comics. Hein. C'est très enlevé. Pour cette raison, presque tous les faits racontés ici sont soit de réels événements historiques, soit des versions romancées de ces derniers. D'accord ? Donc, moi j'appelle ça une fiction de méthode parce que le dessinateur et son auteur vont puiser dans une documentation et vont chercher un certain nombre d'éléments
pour raconter leur histoire. Et alors, parmi ces éléments, par exemple, ils peuvent avoir le souci du détail, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans les sources, par exemple, de l'armement de cette compagnie américaine, voilà, un couteau qu'il possédait, et il va remettre en scène, par exemple, dans la BD, ces éléments-là, où voilà, le soldat échange un couteau contre un paquet de cigarettes, et donc il en fait un aspect de son scénario. Du coup, voilà, les sources vont aussi nourrir l'écriture de son scénario. De la même façon, il va s'intéresser à des personnages réels qui ont existé dans la série. Alors, il y a tout un tas de personnages qui sont mis en scène, qui sont des personnages soit issus de la réalité historique, comme ici, le personnage que vous voyez ici, James Europe, qui est en fait un chef d'orchestre, parce qu'avec eux, ils ont amené en France le jazz, on en reparlera un petit peu. Donc ce personnage-là, il est effectivement présent dans la bande dessinée. Il y a d'autres personnages qui sont intéressants, et notamment un personnage ici que l'on voit, qui est Horace Pipin, qui est un personnage de Hellfighter, et qui lui avait la particularité, et ça c'était intéressant pour lui, parce que ça a été une source pour la bande dessinée, qui a réalisé un carnet de ce qu'il faisait pendant la guerre. Donc on a un témoignage écrit, et on a en même temps des dessins, parce qu'il était dessinateur. Et donc, du coup, ça va nourrir visuellement aussi l'esthétique, et en tout cas l'imaginaire de cette bande dessinée. Donc voilà, Will the Rock sur le bateau avec son orchestre, vous voyez ici en gros plan. Donc ça, ce sont des personnages réels. Et puis, à côté de ces personnages réels, eh ben, il y a des personnages qui vont être plus ou moins inventés. Par exemple, dans la bande dessinée, il y a un lieutenant qui s'appelle Adams, et qui est une combinaison en fait, de plusieurs personnages qui ont réellement existé. Et voilà, pour lui donner de l'étoffe, il a dû, parce que parfois on manque de sources, on manque d'éléments. Et donc, du coup, il faut étoffer l'épaisseur de l'histoire. Et donc là, ce qui va être intéressant dans son travail, c'est qu'il cherche à apporter une histoire, mettre en place une histoire incarnée d'un groupe de soldats qui sont identifiés par des personnages clés dans la bande dessinée. Vous les verrez tout à l'heure dans les petits dossiers. Et puis ensuite, il y a la question de la représentation aussi des uniformes qui peuvent se poser. Parce que ces personnages, vous le verrez tout à l'heure aussi très clairement, ces personnages, ils ont été, en tout cas l'armée américaine n'en voulait pas, donc ils ont été sous commandement français. Et donc là, je ne sais pas si vous remarquez, mais le casque qu'ils portent ici, c'est un casque de poilu français. Et ça, du coup, ça serait une erreur de les dessiner avec le Brody américain. Il y a un moment où ils ont utilisé le Brody, c'est à la fin en 18. Mais dans la bande dessinée, ils portent un casque de poilu. Donc là, par exemple, on ne va pas chercher le petit détail de bouton de manchette, ah ça c'est pas vrai, il n'avait pas son costume que ça. Comme ça, c'est pas trop grave ça. Mais par contre, ça c'est un élément important. Donc, si l'auteur il passe à côté, du coup il n'est pas proche de la vraisemblance historique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'était quelque chose d'important, et donc les sources visuelles qu'on a nous aident ici à le comprendre. Et on reviendra sur ces images-là à la fin. Et dernière petite chose, avant de vous lancer dans un petit travail, comment dessiner l'assaut, comment dessiner un combat, comment dessiner le corps à corps de soldats qui s'affrontent sur le champ de bataille. Pourquoi je pose cette question-là? Pourquoi ils se sont posés cette question-là? Parce qu'en fait, on n'a aucune image de ça. On a des témoignages littéraires, mais les seules images d'archives qui existent vraiment, c'est des images où on voit rien en fait. On voit les soldats au loin qui se battent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour filmer dans les tranchées, c'est des grosses caméras en trépied. Et donc le gars qui filme, il est obligé d'aller sur le pont. Enfin, il risque sa vie, quoi. Et donc on n'a pas d'image d'archives filmiques ou photographiques, c'est la même chose, de combat. Donc là, c'est une image manquante. Et les dessinateurs, ils doivent réinventer à partir de témoignages, de textes qu'ils vont trouver, réinventer cette posture-là et ces postures de combat. Et parfois, ils utilisent d'autres sources, c'est-à-dire des tableaux qui ont été faits après la guerre, justement par des gens comme Horace Pipin ou d'autres. Vous voyez un tableau ici, où on voit ces soldats combattre, partir à l'assaut. Mais ça, c'est un tableau de recomposition. D'accord? Ça a été fait après, sur des souvenirs, sur des témoignages. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là où j'appelle ça une fiction de méthode, c'est-à-dire que les dessinateurs, et c'est ce qui est intéressant dans cette bande dessinée,
vont apporter parfois des réponses sur la façon de tenir le fusil, sur la façon d'enfoncer une baïonnette dans le corps de quelqu'un, là où les historiens ont peu d'infos visuelles en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut réinventer le truc. Et ça peut paraître confus. Alors, ce que je vous propose maintenant, j'ai assez parlé pour vous présenter un peu voilà, les enjeux. Je vais vous distribuer par petits groupes tout un tas de planches, qui retracent le parcours de ces hommes-là de l'été 1916 à 1919. Et on va essayer de comprendre un peu voilà, ce qu'ils ont vécu et de resituer un peu leur parcours. D'accord? Et on va retravailler sur un personnage notamment et sur un certain nombre de choses. Ok? Donc l'idée c'est que par petits groupes, là vous êtes en îlot, vous mettez toutes les fiches sur la table et vous essayez de redresser la chronologie de ces fiches-là et après on va essayer d'en dégager des grandes thématiques. Ok? Comme ça vous allez vous confronter aussi à la bande dessinée. Donc j'espère que voilà, tout est là. La croisière française, on va dire qu'il a vécu la guerre en France, comme ça à un moment donné, on va être allez, point du suspense. Donc vous avez vu que c'est pas si facile et que vous avez des choses à mettre en place. Donc en fait, leur étouffée se découpe en grandes parties qui continuent ici. Donc il y a une première phase que vous n'avez pas ici, qui est la phase de recrutement dans les quartiers, dans les dance floors de Harlem. Et puis ensuite, vous avez des moments de formation. Ces moments de formation, donc la première planche que vous avez, c'est été-automne. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit automne, c'est voilà, formation, recrutement, c'est ça. C'est celle-là. Vous avez l'instructeur américain qui est dans un camp. Vous l'avez ça? Ok. Donc ça, c'est le départ. C'est le départ. Vous avez donc la formation et ensuite, dans ce moment de formation, vous les avez en train de faire après les filles, deuxième planche, vous les avez en train de faire des pompes. Montrez-la à tout le monde. Vous avez... Voilà, tu fais très bien Miss Météo. Ah mince, pardon. Vous avez la formation où ils font... Ensuite, vous avez dans le camp, je vais le faire sinon, je vais t'aider. Non, tu fais très bien. D'accord, ok. Dans le camp, vous avez les bons, et après les deux planches, c'est le jazz. Ils ont le jazz avec eux. Il y a deux planches sur le jazz. Vous avez déjà le personnage de James Seward. Non, c'est elle. Non. Les deux planches sur le jazz. La première, c'est celle-là. Oui, tu peux. Attends. Parfait. Oui. Et là, vous les avez? Oui. Il y a celle-ci. Oui, c'est tranquille. Regarde, moi, je vais écrire. Ouais, c'est ça. C'est bon? Donc vous avez les planches sur le jazz. Après, donc ça montre que avant de partir à la guerre, ils ont besoin de se former. Et oui, ils ont besoin, et ils ont la musique avec eux, ce qui va faire un peu l'originalité de ce régiment. Ensuite, toujours, ils vont changer de camp de formation et ils vont partir dans un autre camp, c'est-à-dire avec le train, vous avez le train. Ils vont partir dans un autre camp. C'est Spartanburg, c'est le camp donc, en Caroline du Sud. Et en partant pour ce camp-là, ils vont être confrontés à la ségrégation, parce que c'est dans le sud des États-Unis. Et donc vous avez la planche suivante, ils vont se rappeler d'un moment où ils expliquent effectivement que ils ont été mal accueillis par la population. Il y a le drapeau de l'image. Ils ont été mal accueillis et ils ont été victimes d'actes de racisme. D'accord? Et puis ensuite, vient le temps de deux planches qui racontent la mobilisation. C'est-à-dire ils vont tirer les coups de fusil et ils vont jeter leur chapeau parce que ça y est, ils vont quitter l'Amérique raciste pour aller vraiment se battre en Europe. Donc vous avez ces deux images-là qui font la suite. Ok? Donc c'est le départ pour la France. Ce départ pour la France, il va s'effectuer
en grande pompe pour certains soldats. Attention à ne pas confondre les deux images, parce que là c'est important. Il y a deux images différentes. Donc là, c'est l'image où c'est dit dans le texte les autres soldats de la garde nationale de New York, la division arc-en-ciel. Eux, départ en fanfare avec... sauf que eux, le noir ne fait pas partie de la couleur de l'arc-en-ciel, donc ils sont exclus du défilé. Ok. Ensuite, voyage en bateau. Donc là, c'est un voyage sur le bateau qui s'appelle le Pocahontas. Il va leur arriver plein de péripéties, ils vont être obligés de revenir parce que le bateau va avoir une avarie. Le voyage se passe un peu difficilement, ils ont mal de mer. Ok. Ensuite, janvier 18, ils arrivent en France. En tout cas, une partie du régiment parce qu'il y a eu plusieurs vagues. Mars 18, ils vont être sous l'armée française. D'accord? Et donc là, ils vont être dirigés par des Français. Donc c'est le général qui va lui mettre les premiers contacts avec les poilus. Donc ils vont être intégrés avec l'armée française. Ensuite, les travaux qu'ils vont faire dans l'armée française, ça va être un travail de... Ils ne vont pas forcément se battre, ils vont plutôt réparer les tranchées, ils vont creuser des trous. Donc c'est le moment où ils sont dans les tranchées. Ils vont voir les tranchées, le boisage des tranchées. Ensuite, il y a un acte héroïque, il y a un soldat, on va en parler tout de suite de ce soldat-là, qui va se battre contre une brigade d'Allemands. On voit une pince coupante, vous l'avez. Et puis ce soldat va être blessé, donc il va aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, on va lui montrer un livre, enfin une photographie d'un journal où on voit ses exploits et il est représenté ici en gorille. Donc les deux sont... Il nous en reste deux normalement. Deux, donc... Après on va y revenir. Hein. Ils sont de dos. Ils partent. On a le 17 février 19. 17 février 19, le retour. Par rapport à la couverture de l'album où ils sont de face, ils vont vers la guerre, là ils repartent de la guerre. Et vous avez la dernière image. La dernière image, où là vous avez un autre texte. En fait, avant, ils ne faisaient pas partie, ils étaient exclus du défilé. Maintenant, ils sont complètement intégrés au défilé. Et regardez les visages des personnages par rapport à l'autre planche. Je vais vous les mettre en comparaison. Les traits des personnages ici sont transformés. C'est la même composition, mais les traits des personnages par rapport à la planche qui lui ressemblent ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Pourquoi il fait ça, le dessinateur? Pour montrer quoi? Tu trouves qu'il a vieilli? Regarde, on bien les traits. Bah, eux, les Hellfighters, ils sont exclus de ce défilé-là. Ils n'y sont pas. C'est d'autres soldats. Et là, regarde, dans les traits, dans le dessin des nez, dans les ombres, du coup, c'est les mêmes soldats, c'est pas les mêmes soldats en fait. C'est pas les mêmes personnages. Ouais. Et oui, parce que là, ce sont les Harlem Hellfighters. Et là, ce sont d'autres soldats. Donc c'est pour montrer que là, ils sont intégrés au défilé, qu'il s'est passé quelque chose. Donc ça veut dire que dans cette chronologie, qui est une chronologie un petit peu linéaire de l'histoire, on va avoir différents moments que j'ai synthétisés dans un tableau que je vais vous distribuer. C'était le tableau que je vous ai montré. Ces différents moments, ces différentes étapes, et notamment à travers le parcours d'un personnage que vous avez ici, qui est le personnage gorille, là, celui qui est dans son lit d'hôpital et que vous avez le gorille, là, vous voyez? En fait, cette compagnie va être très remarquée, et il s'appelle Henry Johnson, ce personnage, très important. Henry Johnson, pourquoi? Parce qu'en fait, Henry Johnson, avec Robert Needham, pendant la Première Guerre mondiale, ils vont être de poste de sentinelle. Il va y avoir un raid allemand. Et ils vont, à eux deux, contenir ce raid allemand. Ils vont être blessés et ils vont être héroïques parce qu'à eux deux, ils ont contenu un raid allemand, même s'ils sont blessés. Donc du coup, c'est les premiers soldats qui vont être décorés de la croix de guerre. Donc, je vous parlais, je vous ai montré la photo au tout début des croix de guerre. Henry Johnson,
le soldat que l'on voit sur son lit d'hôpital et qui est représenté d'une façon un peu type image de propagande comme un gorille noir avec son couteau, là, parce qu'en fait il a tué les ennemis au couteau. Du coup, il va être très populaire aux États-Unis parce qu'il va paraître comme ça dans la presse, une sorte de colosse comme ça, black, qui a contenu les Allemands. Et donc ça va être lui, pendant le défilé de retour à New York, qui va être un des soldats les plus applaudis. Donc ça veut dire que quand ils arrivent en 19, ils sont un peu réhabilités dans les mémoires. Parce qu'ils ont eu des actions de bravoure. Mais avant, ils ont été confrontés au racisme aux États-Unis. En France, ils ont été un peu... Alors bien sûr, ils ont été acceptés dans l'armée française. Ils ne sont pas battus pour les Américains dans un bataillon américain. Ils ont dû porter le casque Adrien français. Et ensuite, réparer des tranchées. Donc ils n'ont pas eu toujours le beau rôle. Mais au final, par leur bravoure, par leur rigueur, ils ont pu du coup être mis en avant en 19. Là, vous avez la représentation de notre soldat Henry Johnson que vous avez dans la BD qui tue ce bataillon d'Allemands qui les attaque. Donc ça, c'est une image d'époque où la propagande américaine se servait de ces héros de couleur là pour une fois parce qu'il y avait une bravoure d'un soldat américain. Et au final, si vous voulez, ces soldats, quand ils vont défiler en 19, quand ils vont retourner aux États-Unis en 19, ils vont défiler comme des soldats français, c'est-à-dire en rang serré, comme ça, comme des poilus, en hommage aux soldats français, les poilus, qui les ont acceptés, qui se sont battus avec eux. Donc là, on est en 1919. Seulement, ça ne va pas durer, c'est-à-dire que, ok, c'est le retour, et très vite, on va oublier leur histoire et on va leur dire non, vous n'allez pas venir nous revendiquer aux États-Unis une égalité entre les races. D'accord, vous êtes battus, mais du coup, ça n'a pas été reconnu. Et donc, il a fallu attendre. C'est pour ça que je l'ai mis dans le tableau. Il a fallu attendre, et ça, c'est assez intéressant. L'année, je l'ai dans le là, voilà, le 2 juin 2015. Non, ça va. Ça va. Vous voulez du café? Non, ça va, merci. Il faut attendre. Je vais afficher bien. J'ai presque fini. Il faut attendre le 2 juin 2015 pour que la mémoire d'Henry Johnson, ce soldat qui a été décoré d'une croix de guerre par l'armée française, soit décorée. Alors il est mort, hein. En 2015 il est plus vivant, mais la Maison-Blanche et Barack Obama, un président noir, hein, du coup, a décidé de lui accorder l'hommage de l'armée américaine, en lui donnant une décoration, le 2 juin 2015. Lui étant décédé en 1929, non en 1927, donc Henry Johnson. Mais il a fallu attendre presque 100 ans pour que l'armée américaine reconnaisse son acte de bravoure. Vous voyez, c'est incroyable. Et donc ça veut dire que là, même pour contribuer à réaliser cette bande dessinée, vous avez vu le parcours de combattant qu'a fait Mark Book pour pouvoir la réaliser, et maintenant, aujourd'hui, cette bande dessinée-là, c'est ce que je vous disais au tout début, et du coup, elle va être adaptée au cinéma, alors qu'au début c'était un projet de film, elle va être adaptée au cinéma par Will Smith. Donc vous voyez que parfois, alors j'ai été à grands traits hein, parce qu'on avait peu de temps, mais j'ai essayé de synthétiser au maximum. La bande dessinée, dans la façon dont est mis en scène leur histoire, leur épopée, vous avez vu qu'il y a vraiment quelque chose d'assez cohérent sur toute leur histoire, de leur mobilisation jusqu'à leur arrivée en 1919, dans le petit exercice que je vous ai fait faire, en voyant toutes les phases, même les phases de ségrégation qu'ils ont subies aux États-Unis, même tous les éléments qui sont montrés dans cette bande dessinée. Alors c'est vrai que c'est une bande dessinée un peu type comics, complètement enlevée à l'américaine, mais que cette bande dessinée, au final, 2014, elle est extrêmement populaire aux États-Unis. Il y a Spike Lee, que vous connaissez peut-être, qui dit que The Harlem Hellfighters fait revivre un pan oublié de l'histoire américaine. Bravo Mark Book, et il qualifie ce livre de meilleur livre de tous les temps. Alors il exagère peut-être un peu, mais du coup on est en 2014 quand ça sort aux États-Unis, et Johnson, il est décoré le 2 juin 2015. Vous voyez? Donc la bande dessinée, quelque part, du coup, a contribué à réhabiliter un peu cette mémoire-là, et du coup à remettre ça sur l'espace public. Et vous avez même, dans le cinéma ou dans les œuvres de bande dessinée, en France, des choses comme ça qui réactivent les mémoires. À un moment donné, il y a Rachid Boucharab, qui est un réalisateur,
qui a fait un film qui s'appelle Hors la loi sur la guerre d'Algérie. Et du coup, ça a suscité une polémique parce qu'il a remis un problème de la reconnaissance des combattants harkis, etc. pendant la guerre d'Algérie sur le tapis. Et parfois, il y a des mémoires brûlantes comme ça. Il y a des choses qu'on veut oublier, ou en tout cas qu'on ne veut pas montrer, parce que là, c'est l'image de quoi? C'est l'image de l'américaine ségrégationniste aussi, qui est évoquée dans cette histoire-là. Et pour ça, donc je termine là-dessus, pour ça, dans l'album, il y a 2 ou 3 planches qui sont extrêmement intéressantes. Il y a une planche comme ça, où le soldat, c'est pour ça que c'est une bande dessinée aussi engagée, qui montre comment les Noirs ont combattu pour l'armée américaine à différents moments de l'histoire américaine. Ça ne date pas de la Première Guerre mondiale. Là, vous avez la guerre de sécession, là, vous avez la guerre d'indépendance, là, vous avez la guerre contre le Mexique. Et qu'à un moment donné, aussi, il parle. Je pourrais vous montrer un extrait du film, mais on n'aura peut-être pas le temps. Dans la bande dessinée, il parle d'un film qui a marqué l'histoire du cinéma mondial et l'histoire du cinéma américain, qui s'appelle Naissance d'une nation de Griffith. Et ce film-là, c'est un film profondément raciste qui fait l'apologie du Ku Klux Klan et qui fait l'apologie en fait des blancs ségrégationnistes qui viennent lyncher les Noirs. Et le travail d'un des Harlem Hellfighters avant la guerre, c'était d'être ouvreur en tout cas, d'être ouvreur à des séances par exemple de Birth of Nation pendant l'armée américaine. Donc dans la bande dessinée, vous avez avant la Première Guerre mondiale, pardon. Donc dans la bande dessinée, il y a des petites touches comme ça qui montrent toute la violence raciste qui existait dans l'univers américain avant la guerre déjà. Et que la guerre a un petit peu modifié, puisque du coup ils ont été reconnus comme des héros par des Français, donc ça a modifié un petit peu leur statut. Ce qui a été compliqué après quand ils sont revenus, parce qu'il y en a qui, en côtoyant des Blancs, du coup, et en étant respectés par des Blancs, ont bravé un peu la ségrégation américaine en allant boire des pots dans des bars réservés aux Blancs. Et donc du coup ils se faisaient lyncher, donc ça a été un peu compliqué. Et du coup on a gommé toute leur histoire, justement pour ne pas réveiller quelque chose qui pourrait donner raison aux Noirs américains de vouloir se battre pour une égalité. Donc on a oublié leur histoire, pour après la remettre à jour, de temps à autre, par le biais de créations graphiques, cinématographiques, qui sont importantes aussi. Donc c'est là où la bande dessinée a contribué un petit peu, pas que, mais à réhabiliter un peu leurs souvenirs. 2014, c'est bien qu'en 2015, un des soldats à titre posthume est décoré de la plus belle distinction de l'armée américaine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? On va s'arrêter là, parce que je pense qu'on est bien au niveau timing. Voilà un petit peu cette histoire. Donc j'ai été un peu vite. Si vous voulez garder les plans, vous pouvez les garder. S'il y en a qui les veulent, vous pouvez en prendre un peu en réserve. Et vous allez pouvoir décortiquer cette histoire-là un peu plus en détail, à travers des portraits aussi de personnages comme Johnson, comme Horace Dupin, comme James Europe. Quoi? Tu veux ça ou tu veux la BD, tu regardes? Ouais. Écoutez, merci de votre collaboration.